Voilà, et l'on retrouve notre invité Jean-Luc Godard, toujours à Cannes, entre la présentation aux journalistes de son film Histoire du cinéma. Ça va, on a encore un peu de temps? Ah oui, tout le temps. Merci. Présentation aux journalistes et dans quelques heures, présentation officielle, avant que Jean-Luc Godard, nous le disait en début d'émission, ne reparte sans assister à la cérémonie du 50e anniversaire. Alors depuis le début de cette émission, nous entendons Jean-Luc Godard nous parler avec beaucoup d'érudition du cinéma, de sa conception du cinéma, de son propre cinéma comme du cinéma des autres. Mais je voudrais vous montrer un objet un petit peu insolite que Jean-Luc Godard a commis. Pas nécessaire de regarder jusqu'à la fin. 4 minutes. Je vais être franc avec vous, Jean-Luc Godard, je ne savais pas que vous aviez fait un clip. Ben oui, il n'y a pas de... Et alors, en le regardant dans sa totalité, je crois qu'il fait à peu près 4 minutes, je vois plus Godard que France Gall. Ben oui, elle m'avait demandé de faire un clip, et puis comme elle le dit, si je lui dis oui, il m'emmène avec lui, ben voilà. Et elle a réagi comment, quand elle a vu? D'abord mal, et puis ensuite bien, je crois. Ensuite bien, elle est contente d'avoir quelque chose qui est un peu différent de ce qu'elle fait d'habitude. Elle ne le fera pas 2 fois. Oui, mais vous restez incorrigible. Vous restez incorrigible, parce que... Mais je fais ce que je pense qu'il doit faire. Ce n'est pas déshonorant, sinon je ne le ferai pas. Si je ne pourrais pas faire un clip sur Catherine Maigret comme ça. Ah, ça, on peut l'imaginer. On ne peut pas. On peut l'imaginer, mais est-ce que vous... On ne peut pas, il faut respecter, on respecte un minimum. On a fait un film avec Anne-Marie sur Miéville, sur les établissements Darty, qui s'appelle le rapport Darty, qui avait été commandé par Darty. Et je m'en souviens, il nous avait dit, écoutez, on gagne trop d'argent, tout va trop bien, on perd la tête, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez nous dire, il faut dire que le directeur était un original, est-ce que vous pouvez nous dire où on est et qui on est? On a dit, bien sûr, vous nous donnez 2 millions, on vous fait une cassette d'1 heure qui vous dira, on vous fait un audit. Ce qu'on appelle un audit, mais c'est un audit culturel. Ben, on l'aura fait. Mais est-ce que vous vous rendez compte, en faisant ce clip, que, inconsciemment ou pas, vous la vampirisez complètement? Par votre façon d'être, de concevoir l'image, de fabriquer l'image. Ça veut dire quoi, vampiriser? Vampiriser, ça veut dire, quand on voit ce clip, on l'entend plus, on vous lit, si j'ose dire, comme on peut lire une image après tout. Oui. Hein. On vous lit. Et on lit Godard, on n'entend plus France Gall. Oui, mais après, lorsqu'on l'entend, ceux qui ont vu le clip s'en souviennent mieux. Donc, c'est pas ce que je cherchais, mais je lui rends la monnaie de sa pièce sous une autre forme, d'une certaine façon. Vous vous souvenirez plus de ce clip que de centaines de clips faits avec d'autres chanteurs, pas vrai? Oui. Ben voilà.
Alors, ce qui est vrai, c'est que vous ne laissez personne indifférent. Pascal Mazot et Thierry Gauthier ont recueilli quelques réactions du milieu professionnel, acteurs et metteurs en scène, à votre propos. C'était pas facile. D'autant plus que, enfin, c'était pas seulement parce que c'est lui, mais aussi parce que il me demandait très clairement que d'être. Et j'avais envie de faire. Moi, quand on dit Godard, c'est l'intelligence. Et il a dit une phrase, je pense qu'elle est de lui, ce qu'elle n'est pas de lui, ça fait rien, c'est comme si. Il a dit que ce qui était important, c'était la marge, parce que la marge tenait les pages. Et moi, je m'en fais une chose, c'est dans ma tête au quotidien. Cette manière de réfléchir sur le monde, sur lui, sur les images, c'est toujours une manière de penser politique, c'est toujours une manière de défendre l'esprit humain, l'indépendance, la créativité, les relations pas imbéciles entre les hommes et les femmes. C'est rare maintenant, quand on voit les films, c'est toujours des histoires un peu obscènes, toujours obscènes dans le sens vulgaire quoi, du terme. Tout se passe entre des gangsters et des histoires de fesses sans intérêt, enfin. Et quand vous regardez Pierrot le Fou, cette histoire d'amour magnifique, ou à bout de souffle, c'est magnifique. Enfin, je sais pas, ça encourage non seulement à faire du cinéma et à être... ça encourage à vivre mieux, quoi. Il faut que je vous dise que je ne m'intéresse pas tellement au cinéma. Donc c'est maintenant que Godard m'intéresse le plus, lorsqu'il est en train d'enterrer en quelque sorte le cinéma. C'est un des grands artistes de la fin du XXe siècle qui va en comporter assez peu finalement. On est dans une grande misère. Je pense que c'est très bien que Jean-Luc Godard n'ait jamais eu la Palme d'Or. Je pense que on donne des distinctions qu'à ceux qui les méritent. Le fait de ne pas les mériter est pour moi le plus grand des talents. C'est quelqu'un de mystérieux, de secret, d'étrange, mais il a changé le cinéma du monde. C'est grâce à lui, grâce à Bout de Souffle, que De Niro, Pacino, Dustin Hoffman ont pu être des stars, alors que les jeunes premiers étaient stéréotypés. The beauty of the filmmakers from the past, whether they're French or American or Italian or German or Russian, is that they didn't go to film school, that they were creating a language for film. And I think it's the biggest problem with cinema today is that you either have people who have studied their film so much that they have no vision, or they're people that are going to film schools and they're trying to learn how to make movies. Godard didn't go to film school. You know, John Ford didn't go to film school. They reached into their personal life and they said, okay, I have a motion picture camera. Now I'm going to tell a story using this camera. How do I tell a story using a camera with actors? I think his ideas about video and going in this direction is something it's an obvious thing. And, you know, I'm not sure that I like his ideas sometimes better than his films. Les deux films que j'ai tournés avec lui, que ce soit Sauf qui peut la vie ou Détective, c'est des expériences qui sont fortes. Et surtout, je me rends compte, à chaque fois que je vois les films de lui, tous les acteurs sont bons dans ces films. On peut pas être pas bon. Il nous aime, je crois qu'il aime vraiment les acteurs, alors il est parfois un peu rude. Moi, sur Sauf qui peut la vie, il me reprochait de ne pas aller sur le tournage à 40 km de Lausanne ou à 20 en vélo, parce qu'il disait que je devrais faire du vélo toute la journée pour être dans le... Mais en même temps, la caméra, elle aime les acteurs, sa caméra aime les acteurs. Et nous empêche de tomber dans des trucs dans lesquels on peut tomber facilement quand on fait plein de films, on a des trucs. C'est un nettoyage avec Godard. J'ai vu tous ces films plusieurs fois, surtout les premiers. Le petit soldat qui m'a vraiment formé beaucoup, comme tout son cinéma. Je sais pas. Peut-être beaucoup plus dans l'inconscient qu'autre chose, parce que j'ai jamais essayé d'imiter ou de faire quelque chose, quoi que ce soit, comme lui le fait. C'est impossible de toute façon. Et moi, mes héros conscients, c'était toujours des metteurs en scène américains, et le cinéma américain, comme pour lui aussi un peu. Je me rappelle la première fois que j'ai vu Samuel Fuller, c'était justement dans un film de Jean-Luc. Je trouve qu'il ressemble de plus en plus à Buster Keaton et qu'il devient de plus en plus un peintre. J'adore son cinéma. Je suis content qu'il continue à faire ce que personne d'autre fait sauf lui. Pourquoi il le dit tristement?
Il est comme ça? Oui, mais il est comme ça. Il est toujours comme ça? Non, non, il est... Son regard ne brille pas là, comme le vôtre tout à coup, ça vous fait plaisir là? Il est comme ça, oui. Ça vous fait plaisir ce qu'il dit? C'est spécial. Enfin, ne me dites pas que vous refusez même le compliment. Non, non, pas du tout, mais quand il parle des films, ça va, mais nous, comme cette notion d'auteur est devenue trop grande, bon, moi, je peux encore m'en servir un peu, des fois, pour trouver de l'argent, plus difficilement, car sinon, je ne sais pas comment je vivrais, mais le fait qu'on était, qu'à l'âge de 25-30 ans, on est né à 25-30 ans, il y a un énorme décalage pour moi qui se produit et je n'ai jamais été du même temps que les grands metteurs en scène. Si tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait et de John Ford et de moi, ça me semble impensable. Pour moi, John Ford, c'est comme Moïse pour un citoyen israélien. Ça n'a pas de... Je suis resté complètement petit, ou c'est comme mes grands-parents, c'est des figures. Moi, je suis resté petit. Et même maintenant, par rapport à tout cela, même ceux dont je suis le plus âgé, même par rapport à Nicolas Sédou, qui est mon cadet, de temps en temps, je lui dis, écoutez, Nicolas, je suis quand même votre aîné, quand même. Ne m'appelez pas tout le temps mon petit Jean-Luc. Eh bien, c'est vrai, je suis plus jeune que lui. C'est pas une qualité, c'est pas forcément, mais je n'ai que... disons, où je n'ai que 40 ans de cinéma, alors que j'en ai, ou 30 ans, alors que j'en ai 66 d'âge réel. Et ce décalage est resté. Et c'est des grandes figures. J'ai toujours l'impression que moi, j'habite dans la maison du cinéma, et que la maison du cinéma est très intéressante par rapport aux autres maisons, car un petit film d'Aldrich, de Fuller, de X, de Carax, de X ou Y, a le droit d'être dans la même maison que les grands, Ophuls, Eisenstein, etc. Dans la littérature ou dans la peinture, j'ai pas l'impression. Si, bien sûr que si. Peut-être qu'un écrivain, là, je ne sais pas. D'ailleurs, les maisons d'édition disent qu'ils font vivre les auteurs difficiles. Non, je parle du créateur, de l'auteur lui-même. Le cinéma me plaît parce que je n'ai pas l'impression, même étant plus petit, moins talentueux que John Ford, je peux habiter la même maison que lui ou le même domaine. En littérature, j'ai l'impression que si je n'écris pas comme Gide ou comme Faulkner, je ne peux pas habiter dans le même domaine. Je suis un domaine inférieur. Il y a une classe. Dans le cinéma, il n'y a pas de classe. Il y a des rapports. C'est quelque chose qui m'est resté très fort. Et quand on dit ça, je suis à moitié un peu gêné ou des trucs en disant, je ne fais pas vraiment partie de ce monde-là. J'aurais voulu en faire partie, mais je ne le fais pas. Alors par les films, un petit peu. J'ai l'impression qu'ils vous ont ému, ces témoignages. Je suis content qu'il n'y ait pas de haine, bien sûr. On n'est jamais content. Je suis très content comme ça. C'est pas ça. Je voudrais vous faire écouter un autre témoignage, celui de Jeanne Moreau, qui s'adresse directement à vous. Jean-Luc Godard, j'ai quelque chose à vous dire. Il y a 9 ans, nous étions ensemble au Festival de Cannes. François Truffaut était mort une année auparavant. Vous êtes venu vous asseoir à une table à côté de moi, et moi, comme une imbécile, je n'ai pas voulu vous adresser la parole à cause d'un échange de lettres très virulent que vous aviez eu avec François. Maintenant, le temps a passé. Ce différend ne me regardait absolument pas. Et vraiment, je voudrais m'excuser auprès de vous de mon attitude ridicule. Je vous estime, j'admire votre travail, votre constance. Et ne m'en veuillez pas. Et je vous souhaite le meilleur. Merci Jean-Luc. Bon, Jeanne Moreau fait allusion à un échange de lettres. C'était une grande amie de François, et à un moment, je me suis disputé avec François pour 1001 raisons, et puis voilà. Je vais en citer une, on va oublier les 1000. Ah, Godard à Truffaut. Ça n'a pas d'intérêt. J'ai vu hier La Nuit américaine, probablement personne ne te traitera de menteur aussi je le fais. Oui, Truffaut à Godard, je me contrefous de ce que tu penses de La Nuit américaine, et je trouve lamentable de ta part, c'est d'aller encore aujourd'hui voir des films comme celui-là. Bon, je ne dis pas la suite, c'est des bonnes disputes. C'est des bonnes disputes. Après, c'est celles qui font sourire. Et... Dans le cinéma, en tout cas, tous les mauvais moments
les moments difficiles de tournage ou de disputes, même souvent très violentes, un an après, c'est les meilleurs souvenirs. On a commencé l'émission en vous voyant l'un à côté de l'autre d'ailleurs, en mai 68, ici au Festival de Cannes, avec cet extrait où vous parliez, où vous souhaitiez l'arrêt de la projection des films. Donc vous voulez garder plutôt cette image-là que l'échange de correspondance? Non, les deux. L'histoire, c'est l'histoire. J'ai parlé tout à l'heure d'un objet insolite avec ce clip. Je voudrais vous montrer une autre image très insolite, celle de Godard, acteur, dans le film d'Anne-Marie Miéville, Nous sommes tous encore ici. Anne-Marie Miéville travaille aux côtés de Jean-Luc Godard depuis 27 ans. Pour son 3e long métrage, Nous sommes tous encore ici, elle lui a demandé de reprendre au vol les contours de l'unique personnage masculin de son film. Ce rôle n'avait pas été écrit pour lui, il ne devait pas être joué par lui. D'ailleurs, Jean-Luc Godard n'avait jamais joué jusqu'à présent sous la direction d'un autre réalisateur que lui-même. Des fois, je me sens... J'aimerais faire comme Carrington. Quoi comme Carrington? Le fusil? Ben oui, le fusil. Ben j'en ai pas. J'en ai pas de fusil. Eh bien, tu peux te mettre dans une société de chasse ou une société de tir. Il était bien clair qu'il ne venait pas là comme Jean-Luc Godard, metteur en scène, mais qui venait comme Jean-Luc, acteur débutant. Dans la mesure où il n'est pas un acteur, en général, il y a un certain nombre de choses que je ne lui ai pas demandé. Je veux dire, je le connais suffisamment depuis presque 30 ans maintenant pour savoir que je faisais appel à l'être, à l'homme qu'il est, à l'être humain qu'il est, avec sa sensibilité, ses idées, son intelligence. Montre-moi comment les choses peuvent être heureuses. Mais j'arrête pas. Avoue, très cher, que je ne suis qu'un ami à vous. Très cher, cause de mes insomnies. Je vous avoue une estime infinie. Je vous avoue que rien n'est fini. On peut dire que c'est un rôle qui est relativement proche de lui, enfin, de ce qu'il peut être. Maintenant, s'il devait vraiment faire un vrai travail d'acteur, est-ce qu'il en aurait le goût, d'ailleurs, je ne sais pas, dans un contre-emploi, comme on dit, ça, je ne sais pas. J'ai beau être près de toi, je ne te vois pas assez. On ne peut pas se voir davantage, nous sommes là. J'ai mal. Mais je t'entends chanter. Lève-toi. Montre-moi comment les choses peuvent être heureuses. Mais je n'arrête pas. Alors on m'a aussi dit, une fois que le film était fini, mais alors, quand même, est-ce que ça ne dit pas des choses de votre relation? Alors, on peut dire oui, forcément, parce qu'on part toujours de ce qu'on connaît, on part toujours de son propre regard sur le monde, c'est-à-dire aussi de ce que son propre vécu a pu y imprimer. Mais là, je veux dire, il ne s'agissait pas de... C'était pas un travail d'archive ou un travail de... Non, c'était autre chose, quand même. C'était quelque chose qui allait quand même vers... C'était pas une petite affaire personnelle. Ah non, ça pique. Je peux pas supporter le pique. Prends le mien, il pique pas. Mais toi, alors? Je suis moins sensible, je mettrai le tien. Mais tu vas pas mettre un bonnet de femme? Tu rigoles, il va très bien. Les feux sont à l'amour, l'horizon est en feu. En avant! Ah, c'est tout! C'est un beau film, oui. Alors, Godard, metteur en scène, regardant Godard, acteur, il en pense quoi? Ah, j'en pense rien. Je pense rien. Si on me dit que c'est bien, je suis content. Si on me fait des critiques aussi, je suis content. Parce que ça m'a... Enfin, c'était assez difficile, puisqu'il fallait apprendre des textes presque au pied levé et arriver à le dire comme le voulait le metteur en scène. Mais il faut dire que c'était un bon metteur en scène pour lequel j'ai beaucoup de respect et non, moi, ça n'a pas été facile. Mais même peut-être un peu tard, ça m'a appris à des moments à me mettre dans la peau d'un acteur, comme on dit, et de comprendre quand j'en aurai d'autres qui peuvent avoir aussi des fois des problèmes auxquels moi je ne faisais pas trop attention. Est-ce que le metteur en scène Miéville a été contente de l'acteur Godard? Elle connaît bien dans la vie. Je crois, oui. Est-ce que le metteur en scène Miéville a été aussi dur avec Godard que Godard auteur ou metteur en scène l'a été avec certains acteurs? Non. Plutôt tendre?
mais elle est exigeante et elle vous oblige, mais courtoisement et je crois comme Rossellini, à soi-même rejoindre sans forcer, contrairement à Clouzot ou à des tas d'autres, ou même à Hitchcock, sans forcer, sans obliger à soi-même à faire un chemin vers la rigueur et l'intelligence pour retrouver de l'émotion. Et c'est ça qui est dur, parce qu'on se sent non pas en face de quelqu'un de supérieur, mais d'une certaine vérité auquel on a envie de participer, mais on est un peu paresseux. C'est comme un coup droit au tennis, il faut bien le reprendre 30 fois de suite. Ce qui est impressionnant dans cette deuxième partie du film, le troisième, où l'on vous voit acteur, donc dans un film imaginé par Miéville, c'est que j'ai l'impression qu'en une demi-heure, on apprend plus sur Godard l'homme qu'en 30 ans de sentences comme ça exprimées, décrétées par Godard. Il y a une fragilité qui apparaît qu'on ne percevait pas. Mais parce que vous regardez pas bien les films, et puis parce que vous êtes influencé par le nom et la personne beaucoup plus aujourd'hui que par la chose. C'était une façon de vous protéger, de parler comme ça à voix forte, comme vous l'avez toujours fait, de provoquer, de... Vous avez l'homme Godard transparaît. Non, mais là, il y a un scénario, contrairement à mes films où il y a des bases, des structures, mais à des moments où c'est plus comme dans la peinture ou des choses, un film est quelque chose de très proche de la vie, dans le sens où il doit se faire en 2 mois, ou en 3 mois, ou en 4 mois, mais pas en 10 ans. Et c'est son charme, c'est sa dureté, c'est son obligation à renoncer. On renonce tout le temps. On renonce, on demande un verre d'eau, c'est pas un verre d'eau. On demande qu'on soit prêt à 8 heures, les gens sont prêts à 8h30. On voulait du soleil, il y a de la pluie. Même ce renoncement-là, qui n'est pas l'essentiel. Donc il faut apprendre à ne pas renoncer à travers une succession. C'est très proche de la vie. On se lève le matin, on dit comment vais-je aller jusqu'au bout de la journée ou jusqu'au bout du mois. C'est très proche. Alors il y a des gens qui ont une base et ils essayent ensuite qui les permet de s'envoler. Il y a des gens qui, comme moi, plus trouvent qu'il y a gardé ce côté documentaire, mais documentaire sur mon propre travail, et qui est énormément d'instants de faiblesse et de baisse. Vous mettez un bonnet dans la vie? Ça vous arrive? Mais c'est étonnant, cette histoire de bonnet. On me l'a dit souvent, les Parisiens ne portent... Ça les fait rire, les bonnets. Tous les Américains portent des bonnets, tous les Italiens, tous les Noirs portent des bonnets. Mais qu'un Blanc de 50 ans porte un bonnet, ça fait rire, mais uniquement les Parisiens. Uniquement, je ne sais pas pourquoi. Même un Parisien né de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. On va terminer avec 3 extraits de 3 de vos films. Et je voudrais en quelques secondes vous entendre sur les 3 questions que vous posez dans Histoire du cinéma que vous présentez à Cannes, où vous dites que représente le cinéma, vous répondez rien. Que veut-il? Tout. Que peut-il? Quelque chose. Alors, premier extrait de votre premier long métrage, À bout de souffle. Gentille et douce Patricia. Oh non. Bon, alors, cruelle, idiote, sans cœur, lamentable, lâche, méprisable. Oui, oui. Tu ne sais même pas mettre ton rouge à lèvres. C'est terrible. Brusquement, je te trouve affreuse. Dire ce que tu veux, ça m'est égal. Je vais mettre tout ça dans mon livre. Quel livre? J'écris un roman. Toi? Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu fais? J'enlève ton chandail? Pas maintenant, Michel. Oh, tu es énervante, à quoi ça rime? Tu connais William Faulkner? Non, qui est-ce? Tu as couché avec lui? Mais non, mon coco. Alors je me fous de lui. Enlève ton jersey. C'est un romancier que j'aime bien. Tu as lu Les Pommes sauvages? Je t'ai dit que non. Enlève ton chandail. Écoute, la dernière phrase, c'est très beau. Between grief and nothing, I will take grief. Entre le chagrin et le néant, je choisis le chagrin. Et toi, tu choisirais quoi? Qu'a représenté pour vous À bout de souffle? Oh, c'est comme les premiers films.
Et à l'époque, c'était plus difficile qu'aujourd'hui de faire des premiers films, donc c'était une permission, c'était comme si, je sais pas, ça doit être peut-être comme certaines gens qui ont connu les congés payés en 1936 et le droit d'aller à la mer, de tout à coup partir sur la mer alors que c'était impossible avant, enfin des choses comme ça. Donc on était dans les... Enfin j'étais dans les nuages, c'est comme si on entrait dans... Enfin je croyais copier un certain film de gangsters ou policiers qu'on aimait, ce qu'on appelait les séries B américaines, et puis je me suis aperçu après que c'était plus près pour moi d'Alice au Pays des Merveilles. C'était un peu, j'ai eu aucun contrôle, c'était purement instinctif. Le petit soldat. Moi, je suis très fier d'être français. Mais en même temps, je suis contre le nationalisme. On défend des idées, on ne défend pas des territoires. J'aime la France parce que j'aime Joachim du Bellay et Louis Aragon. J'aime l'Allemagne parce que j'aime Beethoven. Je n'aime pas Barcelone à cause de l'Espagne, mais j'aime l'Espagne parce qu'une ville comme Barcelone existe. Ou l'Amérique parce que j'aime les voitures américaines. Et je n'aime pas les Arabes parce que je n'aime pas le désert, ni le colonel Laurence, encore moins la Méditerranée et Albert Camus. Non, j'aime la Bretagne. Et je déteste le Midi. En Bretagne, la lumière est toujours très douce, pas comme dans le Midi. Et puis les Arabes sont paresseux. Mais je n'ai rien contre eux. Ou contre les Chinois. Non, je voudrais les ignorer. Mais c'est terrible aujourd'hui. Si vous restez tranquille à ne rien faire, on vous engueule justement parce que vous ne faites rien. Film sur la guerre d'Algérie. À côté. À côté, c'était bien confus. Et ça vient de mon parcours, comme on dit. C'est un film qui a été détesté, ce qui s'appelait à l'époque la droite et la gauche, pareil, du reste. Le seul qui m'est félicité, mais là je retrouve le fait comme un élève félicité, je suis resté, c'était Bresson, qui m'avait téléphoné et il m'avait dit continuez. Et j'étais plus que fier à l'époque. Hélas pour moi. Quand le père du père de mon père avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse. Et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. De par Dieu. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Simon. Il est en ville. Et une qui s'appelle Rachel. Il y a longtemps que je me propose de dire au monde que j'aime mon mari. Rachel. Et même de le crier. Comme on crée une mission ou un crime. Un crime ? Je recherche ce qui s'est passé en fin d'après-midi le 23 juillet 89. Qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas Simon. Je suis Jean-Jacques. Vous êtes dans cette petite fourmi aussi, je pense. En principe. Mais cette nuit, j'ai cherché refuge dans Simon. Pourquoi Simon ? Parce qu'il est faible. Et que vous êtes forte, du moins, je l'espère. Hélas pour moi. Godard. La mère de Dieu ! De par Dieu. Hélas pour moi. C'est vendu comme un film américain, là, c'est la bande-annonce, hein. Godard, Depardieu. Ah oui, mais c'est l'échec complet parce que le nom n'apporte rien. Et ça trompe, alors là, ça trompe le public. Je ne suis pas pour le tromper. Ce qui est une belle leçon d'humilité pour tous ceux qui sont hyper connus. C'est d'abord l'histoire qui compte, ou le contenu, évidemment, plutôt que... C'est l'histoire qui compte, pas celui qui la raconte. C'est ce que dit Moïse, pas Moïse. Sinon, ça finit comme ça n'a pas fini encore au Liban et en Palestine. Oui, ce qui n'a jamais connu la terre promise, d'ailleurs. Votre terre promise à vous, ce serait quoi? À moins que vous ne l'ayez déjà connue.
mais dans ce qu'on appelait autrefois chez moi une promise, c'était une fiancée. Et un ami, on l'appelait, on le disait d'une amie seulement, on disait une payse, c'est-à-dire quelqu'un qui est du même pays que vous. Le pays, c'est ce qu'on crée, ce qu'on fait, c'est notre destinée. Pour terminer, je reprendrai simplement certains termes que vous avez dit dans JLG par JLG et écrit dans ce livre que j'ai présenté tout à l'heure. Quelle que soit l'étendue de la puissance américaine, sur la terre domptée, les peuples me liront, et désormais fameux pendant toute la durée de l'éternité. Si j'en crois, s'il y a quelque vérité dans la bouche des poètes, je vivrai. Vous qui avez cité Rimbaud. Je crois que c'est Ovide ou Lucrèce. Vous avez pris à votre compte. Je l'ai pris à mon compte, mais les contes du chat perché. Vous, parfois, considérez comme un poète maudit, comme un cinéaste maudit par certains de ses contemporains? Non. Du tout? Non. Vigo a été, Cassavetes a été un peu, Arthur Péléchian, un peu. Non, pas moi. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, j'ai reçu... Moi, peut-être, en tant que personne, c'est ce que me disait Marguerite Duras. Elle me disait, tu es maudit, Jean-Luc, tu as été maudit, mais le cinéma m'a baptisé d'une certaine façon par le réel, donc je ne peux pas. Mais il y en a d'autres qui l'ont été. Buster Keaton, puisqu'on en parlait à la fin de sa vie, oui. Quand dans 100 ans, les étudiants de... Tati, oui. C'est tous ceux qui sont morts pauvres et à qui on n'a même pas fourni le cinéma français n'a pas fourni un petit studio, quelque chose, ou comme ça. Il ne peut pas le faire pour tout le monde, mais il peut le faire pour ceux qui ont, comme Tati ou d'autres, créé des emplois et surtout de l'imagination et de la création pour d'autres, parce que le metteur en scène il crée beaucoup. C'est le seul truc des fois avec lequel je suis en désaccord avec les acteurs et les techniciens. Je leur dis quand même, mes amis, soyez gentils, ne pensez pas qu'à vous quand même. On arrive, on vous donne une histoire, qu'elle vous plaise ou si vous l'acceptez, elle va vous occuper 3 mois. On vous donne de l'argent, on vous donne de la nourriture, on vous blanchit, on vous transporte, on vous dirige et soyez contents. Ne demandez pas à être aimé en plus. Car si donner de l'argent, donner une histoire, vous occuper, on vous fait rencontrer des gens. Il n'y a pas un film où j'ai pas fait rencontrer des filles et des garçons sur les films. Ils sont partis avec, ils ont oublié le film. Ils sont partis ensemble et ils ont oublié le film. Monsieur Jean-Luc. Alors, voilà. Ne me demandez pas en plus de vous aimer, de vous le dire, puisque je le fais. Et que je ne suis pas seul, ils le font tous, les mauvais comme les bons. Il y a tout à la fois chez vous un immense orgueil qui vous rend parfois très sévère à l'égard de vos contemporains et une immense humilité qui vous fait dire « je ne suis pas John Ford, je suis tout petit ». Oui, parce que je suis né comme ça. Quand je suis né, mon grand-père avait 60 ans. C'est pas moi qui ai fait ça comme ça. J'étais plus petit que lui. Votre grand-père banquier? Mon grand-père était constructeur des descendants des Saint-Simoniens. Il a fait des chemins de fer, je crois, en Turquie, et de l'argent et de la banque, et voilà. Vous vous souvenez que vous étiez proclamé orphelin? C'était par jeu? Oh, ça, je m'en souviens pas. Vous vous souvenez que vous faisiez des cambriolages parfois? Ça, je m'en souviens très bien. Vous vous souvenez que vous avez été manœuvre, puis téléphoniste? Tout à fait. Et que vous appeliez parfois Hans Lucas? Tout à fait. Et parfois, vous dites pas, j'aurais dû m'appeler toujours Hans Lucas? Non, c'était une erreur. On croyait qu'il fallait prendre un pseudonyme à l'époque. C'était ridicule puisqu'on n'était pas connus. C'était ça qui avait de charmant. Quand dans 100 ans, des étudiants regarderont vos films, comme on lit aujourd'hui les poèmes... Mais ils ne les regarderont pas, ils ne les verront pas. Ils en verront des petits bouts sur CD-ROM ou sur Internet. Vous pensez? Oui. Attendez, Rimbaud disait peut-être ça, qu'on lira jamais mes poèmes.
Mais le papier, le livre se transmet, la poésie est quelque chose au fond du cœur de l'homme que n'est pas le cinéma qui est plus extérieur, et le cinéma demande une machinerie. Et cette machinerie n'est pas à la disposition, et elle sera à la disposition des puissants ou des grands féodaux. Ça veut dire que pas de Rimbaud. Ça veut dire que vous êtes... Si je connais Ossip Mandelstam, le poète russe, c'est à cause de feuilles de papier, et en plus ces feuilles de papier qui avaient été pourchassées par les autorités communistes de Russie et qui ont circulé de main en main comme ça. Ça veut dire que vous avez fait tout ça pour rien? Ben rien, tout, quelque chose, non, quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Jean-Luc Godard, d'être passé ici, sur la Croisette, dans cette terrasse consacrée à la caserne des réalisateurs. Merci d'avoir consacré tout ce temps qu'on diffusera en intégralité sur Paris Première. Merci à vous. Merci Paul Amar.